La science-fiction, c'est quelque chose qu'un petit peu tout le monde apprécie. On y retrouve vraiment tout un tas d'œuvres cultes sur tout un tas de médias différents. Comme Matrix ou Retour vers le futur pour ce qui est des films, comme Ghost in the Shell pour ce qui est des animés ou des films d'animation, ou encore 1984 de George Orwell. En bref, une liste beaucoup trop longue pour pouvoir être exhaustive. Et en vrai, c'est pas totalement le propos du jour. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un domaine très particulier de la SF qui ne touche même pas toutes les œuvres que j'ai citées avant. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir parler du transhumanisme. Tout d'abord, c'est quoi le transhumanisme? Même si moi je pensais que c'était juste la représentation phonétique de tout ce qui a trait à la création de cyborgs, et bah en fait on se rend compte que c'est un mot bien plus complexe. Et en cherchant sur internet, on peut tomber sur ce genre de définition. Courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et techniques. Ce que cette définition nous dévoile, c'est le caractère inhérent à la science de manière générale. Ce qui sous-entend que si on invente une pilule qui améliore notre force physique de manière suffisamment fiable, on aura déjà accès à une certaine forme de transhumanisme. Après, en creusant un petit peu plus, on peut s'attarder sur deux autres choses. La première, c'est qu'en scrollant un petit peu et en cherchant sur d'autres sites, on peut se rendre compte qu'en fait il s'agit d'un courant de pensée laïque. Il y a donc un fort caractère social avec derrière tout ça une idée de religion et d'ordre moral. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus des améliorations physiques, on peut s'attarder sur les améliorations intellectuelles. En plus de ça, on peut se poser une petite question. C'est quoi ça ? Ça ne viendra pas forcément à l'esprit de tout le monde parce qu'on va parler de quelque chose d'extrêmement anodin. Cet objet s'est tellement ancré dans notre quotidien que je le regarde tellement souvent que j'ai presque l'impression que c'est devenu un genre d'extension de moi-même. Déjà parce que je stocke une partie de mes souvenirs dedans, que je travaille avec, et aussi dès que j'ai une question, c'est lui qui peut me répondre. Bon, après il me sert aussi à jouer quand je suis sur les toilettes, mais ça je pense que c'est une autre histoire. La réalité c'est que le smartphone est devenu une forme d'accès à la connaissance en tout genre, et ce en seulement quelques instants. Ce qui en fait une forme d'amélioration indirecte de ma condition intellectuelle. Du coup, avec ce genre de petite réflexion, on peut commencer à pointer quelque chose du doigt. Est-ce que le transhumanisme, c'est seulement de la fiction? Dans des œuvres comme Ghost in the Shell, parce que j'adore cet univers, les personnages bénéficient quand même d'améliorations physiques grandement utiles à leur travail, et qui sont accessoirement quand même plutôt stylés. Bato, par exemple, possède des yeux bioniques. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent, mais il s'agit quand même d'un ancien militaire, donc ses yeux sont sûrement équipés d'une vision nocturne, potentiellement d'une vision infrarouge, et aussi, ça peut être utile d'une vision plutôt standard. Bon, pour ce qui est de la vision nocturne, on y est probablement pas encore, mais pour ce qui est de l'œil bionique en lui-même, il semblerait qu'il y ait des projets de création qui semblent en cours depuis pas mal d'années maintenant. Et apparemment, il aurait quand même pas mal avancé. D'après ce site, il y aurait donc un œil bionique permettant de voir. Pour le moment, c'est doté d'une résolution absolument dégueulasse, mais c'est amené à évoluer. Dans encore d'autres domaines, on a des améliorations conséquentes au fil des années sur les prothèses, que ce soit pour leur poids ou leur fonctionnement. Donc aujourd'hui, dans une moindre mesure, on arrive quand même à rendre une partie des mouvements perdus. Évidemment, ce n'est pas encore parfait. En même temps, aujourd'hui, on a encore un peu de mal à rendre des prothèses assez généralistes, très efficaces dans tous les domaines. Mais ça semble tout de même être dans la bonne voie. Dans des avancées plus récentes, on a aussi Elon Musk avec son entreprise Neuralink, qui a réussi à faire une avancée majeure dans tout ce qui est amélioration des aptitudes physiques. Cette avancée, c'est donc le développement d'une puce à implanter dans le crâne du patient, qui devrait permettre de stimuler certains neurones du cerveau, ou à contrario, de détecter leur activité. Ce prototype a donc été testé sur un cochon du nom de Gertrude, et j'avoue que ce nom me fait un peu rigoler, du coup je tenais à le placer, et il semblerait que cette puce soit capable de détecter quel mouvement va être effectué par le cochon. Pour l'instant, évidemment, ça n'a été testé que sur des cochons, mais rien qu'à partir de ça, on pourrait commencer à entrevoir un avenir bien plus prometteur pour des personnes qui auraient par exemple perdu l'usage de certains membres, et qui auraient également des nerfs beaucoup trop abîmés pour pouvoir être greffés d'une prothèse directement posée sur le bras. Avec ce genre d'avancée, on pourrait donc faire une détection des mouvements directement dans le cerveau, et ensuite les appliquer avec la prothèse. Bref, des exemples, il y en a sûrement encore plein d'autres avec plus ou moins de budget, mais je ne suis pas là pour énumérer tous les projets d'entreprise qui agissent pour ce futur. Aujourd'hui, comme on a pu le voir, on est quand même plutôt loin de toutes les technologies proposées par le transhumanisme que l'on voit dans les films de science-fiction. Le dopage a d'énormes conséquences derrière et les avancées technologiques ne sont pas encore parfaites. Du coup, le cyborg rêvé, ce n'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, on s'en rapproche. Et je vais peut-être t'apprendre un petit truc. Il y a donc sur Terre un humain qui est donc considéré comme un cyborg, avec les papiers adaptés à sa condition. Et du coup, il est vraiment reconnu comme tel. Le premier cyborg de l'histoire, c'est donc Neil Harbisson. C'était sûrement très mal prononcé. Il est donc doté d'un truc à la fois super cool, mais également complètement perché. Il est équipé d'une antenne qui lui permet presque littéralement d'entendre les couleurs. Quand je disais que c'était perché, le principe de l'appareil c'est donc de transformer certaines couleurs du spectre lumineux, le tout capté par une caméra. Ces couleurs sont transformées sous forme d'ondes qui sont ensuite envoyées directement à son cerveau pour qu'il puisse en quelque sorte les entendre. Et sur son Wikipédia on peut apprendre plusieurs trucs un peu cool. Déjà, on peut avoir un petit aperçu des fréquences sonores auxquelles sont associées les couleurs. Mais en plus de ça, on peut aussi apprendre que lui, à 19 ans, il vivait sur un arbre pour éviter que certains arbres soient coupés.
Ce qui est un beau geste écologique, mais qui me fait aussi prendre conscience que je suis super feignant, puisque moi à 19 ans, j'étais bloqué devant mon PC à tenter de programmer des trucs ou encore à jouer à des jeux vidéo. Bref, les cyborgs qu'on imagine, c'est donc pas pour tout de suite, mais c'est pour quand alors? J'apprends sûrement ça à presque personne, mais il y a quand même une science très sérieuse qui étudie l'évolution des technologies, la futurologie justement. En vrai, il me semblait qu'il y avait un autre nom, mais j'avoue que je ne m'en rappelle pas du tout. Même si ce nom me fait légèrement penser à des personnes qui vont tenter de lire mon avenir dans les lignes de ma main, je lui accorde tout de même un minimum de crédibilité. La futurologie semble tabler sur les travaux des écrivains de science-fiction pour baser ses dires. Alors ça peut paraître un peu con, mais il ne faut surtout pas déconner avec ça, puisqu'il y a des armées à travers le monde qui font appel à tous ces écrivains pour imaginer quelles seront les menaces technologiques de demain. La première personne ayant réussi à imaginer le futur de manière assez proche, et donc par la même occasion notre présent à nous, habitants du 21e siècle, c'est donc Isaac Asimov, un auteur de science-fiction du 20e siècle. Cette personne est aujourd'hui décédé, mais il a laissé de nombreuses questions vis-à-vis de ses œuvres qui ont pu être qualifiées au fil du temps de vision. Personnellement, je pense qu'il a bien analysé les technologies de son époque et un petit peu extrapolé sur l'avenir, le tout en se basant sur quelques projets militaires dans le domaine de la technologie ou de l'informatique pour pouvoir baser ses dires. Après tout, chacun sa théorie, moi j'ai la mienne. En gros, on doit quand même à cet homme certains termes assez imposants comme celui de la robotique, ce qui représente déjà quelque chose de très cool en soi. Mais c'est surtout la première personne à avoir réussi à imaginer le futur avec beaucoup de précision, ce qui dresse un étrange parallèle entre ses œuvres et notre présent. Ce qui peut donc pousser certains à se poser d'étranges questions, comme était-il clairvoyant ou avait-il des visions du futur, ou tout un tas d'autres questions plutôt étranges que l'on pourrait largement associer à tout un tas d'émissions plutôt obscures sur le paranormal qui passerait un vendredi soir. Par contre, la véracité de ces visions ne fonctionne que pour une partie de ses prédictions. La plupart d'entre elles étaient quand même plutôt fausses, et j'insiste sur ce fait. La majorité des choses qu'il a pu prédire ne se sont pas tout à fait avérées vraies. On a donc probablement juste eu quelqu'un qui était plutôt lucide sur l'avenir. Ou alors on pourrait totalement prendre le sens contraire de ma conclusion et penser qu'il a lui-même façonné le futur à l'image de ses œuvres. Et là on en revient à une partie du sujet, la science-fiction. Comme presque tout le monde est exposé au moins une fois dans sa vie à de la science-fiction, on peut donc facilement penser que tous les ingénieurs qui ont planché de près ou de loin sur les designs et les fonctionnements de nos technologies actuelles se seraient donc au moins en partie inspirés des œuvres de science-fiction majeures de leurs époques. Et c'est un petit peu avec ce genre de choses qu'on a aussi pu arriver à la création de sabres laser. On aurait donc juste une retranscription technique réelle de la fiction de Star Wars, mais avec toutes les contraintes techniques de la réalité. On pourrait donc décemment penser que l'intégration de technologies futures se fera au moins en partie en passant par la vision artistique véhiculée par des films comme Ghost in the Shell ou encore Blade Runner 2049, qui sont donc deux films qui questionnent sur la frontière entre l'homme et la machine. Même si l'humain augmenté promis par le courant de pensée qu'est le transhumanisme, et malheureusement c'est pas pour tout de suite, nul doute que ça s'installera dans notre quotidien au fil des décennies à venir. Toutes les augmentations disponibles dans Deus Ex n'existeront peut-être pas, mais nul doute que cela finira par arriver. Mais il est presque sûr que cela finira par arriver. Par contre, tout cela va devoir s'accompagner de réels enjeux écologiques. Cela sera-t-il un réel progrès? Est-ce que la tolérance sera de mise? Eh bien, au moment venu, on ne pourra plus que le constater.